jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et nous sommes donc avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. On va évidemment développer, détailler, décortiquer la stratégie de reconversion, de conversion, de transformation de Total. On va commencer par partir par vos résultats. Moins 7 milliards d'euros l'an dernier, en 2020. C'est pas terrible, mais c'est beaucoup mieux que vos concurrents qui ont affiché tous des pertes à moins 20 milliards de dollars quasiment. Oui. Hein. En fait, le vrai résultat est plutôt de plus 4, ce qu'on appelle le résultat ajusté. Il se trouve que l'an dernier, parce que justement nous engageons dans une forme de transformation, nous avons décidé de faire des dépréciations exceptionnelles, de vieux investissements qui n'ont rien à voir avec l'année 2020. C'est des sables bitumineux au Canada qui posent des problèmes à long terme pour plus de 10 milliards. Donc le résultat affiché, c'est moins 7. Le vrai résultat sur lequel, moi, je considère que l'entreprise a fait d'ailleurs un très beau résultat, comparé notamment à ses concurrents, plus 4. On est un des deux seuls qui c'est un résultat positif sur l'année en résultat ajusté et la meilleure rentabilité. Donc les équipes de Total ont fait un superbe travail et ça, c'est une des belles satisfactions de l'année 2020. Sauf que les dépréciations d'actifs, ça va être votre lot commun au cours des prochaines années parce que vous êtes en conversion et que les milliards d'actifs pétroliers dans le monde, petit à petit, vont perdre leur valeur. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, enfin non, on en a fait un beaucoup là. On l'a fait avec le conseil d'administration pour plusieurs années. On a passé en revue l'ensemble du portefeuille pétrole avec l'idée de quelles sont les réserves très longues qui coûtent cher. Parce qu'en fait, honnêtement, je sais bien que tout le monde veut se passer de pétrole, mais aujourd'hui là, tous les gens qui nous écoutent, l'économie est à 80% liée aujourd'hui au carbone et au pétrole. Et c'est pas tout de suite. La transition, ça va prendre du temps. Ça va prendre combien de temps? Parce que ça va prendre la neutralité carbone en 2050. Il y aura encore de la production de pétrole dans tous les scénarios. La demande de pétrole va baisser. Nous, on pense qu'elle va baisser à partir de 2030 et qu'on va avoir une lente dégradation et que pour être neutre en carbone, accord de Paris en 2050, il faudrait une consommation qui serait en gros 60% plus basse qu'aujourd'hui. Donc il y a un vrai déclin. Mais ça veut dire aussi malgré tout qu'on devra en produire 40 millions de barils par jour. Et quel pétrole on produira? Celui qui coûte pas cher. En gros. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui, à ces horizons-là, dans notre portefeuille, pouvait être cher. Donc, il n'y aura plus de dépréciation exceptionnelle d'actifs aussi grosse que cela dans les prochaines années. 2050, Total sera encore un groupe pétrolier? À quoi? Non. 40%? Il aura non 20%. 20% de pétrole. Non, je pense. Non, Total. Donc... D'ailleurs, puisque vous m'invitez, c'est parce qu'on va proposer à nos actionnaires de changer de nom. Total Énergie. Au pluriel, évidemment. Énergie au pluriel. C'est tout le sens de l'affaire. C'est toutes les. Pour une fois, on a trouvé un nom qui dit exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire offrir, produire, distribuer toutes les énergies. Et en fait, on s'engage. On est en train de créer un nouveau mode. On est catégorisé aujourd'hui comme pétrolier. En fait, Total aujourd'hui produit déjà à peu près la moitié de son portefeuille, c'est du gaz. Mais surtout, on a décidé de rentrer dans l'électricité. Et c'est ça la nouveauté. Mais dès 2030, on veut que l'électricité, notamment renouvelable, soit un métier du groupe Total et déjà fasse 15% avec l'idée qu'en 2050, l'électricité sera dominante dans le portefeuille de Total. Donc c'est une vraie transformation. Mais on continuera. Notre mission, c'est d'apporter de l'énergie, à produire aussi du pétrole et du gaz naturel. Est-ce que vous trouvez qu'on veut aller trop vite sur la transition? Vous le disiez, on va consommer encore plus de pétrole jusqu'en 2030. Après, la décroissance sera très progressive. Ensuite, on va consommer, et c'est d'ailleurs votre credo, du gaz. Parce que dans la transition, avant d'obtenir autant d'énergie renouvelable qu'on le souhaite, il faudra aussi consommer du gaz. Est-ce que c'est une énergie verte ou grise, le gaz? Attendez, est-ce qu'on va trop vite? La réponse est non, il faut commencer, il faut anticiper. Là où on va trop vite, c'est dans les discours et je dirais la volonté de faire un grand soir. Ce qui ne va pas se passer parce que l'énergie est un bien essentiel, vous voulez une énergie fiable. Et je rejoins votre question du gaz. Pourquoi Total a deux piliers dans notre croissance? L'électricité renouvelable et le gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les énergies renouvelables sont intermittentes. Stocker l'électricité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Les gens parlent de batterie, mais aussi ces technologies qui sont extrêmement chères. Et donc, il faut un complément. Et le complément naturel, alors... Est-ce qu'il n'est pas vert? Non, le gaz n'est pas vert, c'est une énergie fossile, mais il est beaucoup moins noir, en tout cas il est plutôt gris par rapport au noir, pour reprendre vos couleurs, que le charbon ou que le pétrole pour produire de l'électricité. Donc il y a une complémentarité assez évidente, et d'ailleurs la preuve c'est qu'aujourd'hui en hiver, quand en France on a un appel d'électricité supplémentaire, qu'est-ce qui fonctionne? Les centrales à gaz. Donc elles offrent cette flexibilité, ça sera une énergie d'appoint par rapport aux énergies renouvelables. Donc c'est pour ça que nous continuons à investir dans le gaz, sachant que
le grand enjeu du climat à l'échelle de la planète, c'est quand même de passer du charbon au gaz en Chine et en Inde. L'Europe a encore du charbon, mais là-bas, il n'y a que ça. Donc, le gaz est une énergie de transition. C'est-à-dire qu'au fond, si on arrivait à convertir les Chinois ou les Indiens au gaz, on aurait presque gagné notre pari climatique. Exactement. Si aujourd'hui, nous savions transformer toutes les centrales au charbon, centrales à gaz, on serait sur la trajectoire de l'accord de Paris. Alors après, il faudrait faire évoluer ce gaz. Bien sûr. On pourra faire du biogaz, on pourra mettre de l'hydrogène, mais si on savait le faire, donc c'est pas, les gens ont tendance en Europe à diaboliser le gaz. D'ailleurs, la vérité, c'est que pour faire cette transition énergétique, il faut toutes les énergies. L'idée, c'est que profondément, on a besoin de tout ça, du moins carboné au plus carboné. Mais alors, comment vous expliquez le signal envoyé par le gouvernement aux Français, par exemple, avec la loi de transition énergétique, où on leur dit « vous ne pourrez plus vous raccorder au gaz pour les constructions neuves ». Écoutez, c'est un vieux débat, ça. Je rappelle Marcel Boiteux. Il y a une grande école, on a un très grand électricien, très pro-électrique. Je considère qu'on va très vite trop loin. Effectivement, on inquiète un peu les Français. La vérité, c'est que en hiver, d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, d'abord, l'électricité, c'est que 25% de l'énergie française. Et si il y a des pointes électriques en hiver, on fait appel à des centrales au charbon en Allemagne ou ailleurs. Donc, il faudrait quand même se rendre compte que l'argument décarbonation n'est pas évident. Moi, je pense que le tout électrique n'est pas la solution. Bien sûr que j'ai utilisé une expression il y a 4-5 ans. L'électricité sera l'énergie du 21e siècle parce qu'on le sent. Ça va monter. Va doubler sa consommation. Mais tout électrique, on va à mon avis trop loin. Donc je partage les interrogations de Jean-Pierre Clamadieu sur ce point. Bon, en même temps, je veux dire, comme Total, nous avons décidé en France de vendre du gaz et de l'électricité. Donc si mes clients français préfèrent acheter l'électricité, je leur vendrai de l'électricité. Alors quelle électricité? C'est aussi un débat français. Comment on produit l'électricité? On fait le pari du nucléaire. On va lancer la construction de 6 EPR en France. Certains économistes mondiaux sont un peu surpris du choix français. Ils disent produire du nucléaire, c'est 120, 130 euros le mégawatt. Le renouvelable, on est déjà à 30 ou 40. Pourquoi aller construire des centrales nucléaires? Bon, d'abord parce que la France a un parc nucléaire important, c'est un des atouts énergétiques historiques de la France. Beaucoup de pays s'en séparent progressivement de leur parc. On fait partie des pays qui considérons que c'est un... Alors c'est vrai que c'est une énergie décarbonée. Vous savez, Total n'est pas dans le nucléaire. Alors moi, ce que je connais, c'est les autres énergies. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire de l'éolien offshore à grande échelle pour moins de 50 euros du mégawattheure, voire 40. Donc après, c'est une question de complémentarité. Le nucléaire vous offre de la base, mais le gaz peut être une alternative. Là, il y a un vrai combat. Et puis, vous avez les énergies renouvelables. Donc c'est clair qu'économiquement, comme Total, nous sommes en train de construire un électricien de grande taille, nous faisons le choix délibéré que cet électricien produira de l'énergie renouvelable, solaire, vent à terre, vent en mer, et une partie de gaz. Et nous n'allons pas rentrer dans le nucléaire, considérant d'abord que c'est un métier très différent, et d'autre part que construire des centrales nucléaires neuves pose effectivement une question de compétitivité relative. Vous êtes un énergéticien mondial, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Le choix français est un peu atypique. Peut-être qu'il y a les Chinois, peut-être. Il y a les Chinois, il y aurait les Indiens, mais encore une fois, ça renvoie Et puis, il y a un courant qu'il faut observer de près, qui est je suis pas un expert, mais je vous observe aux États-Unis l'idée qu'on pourrait faire un nucléaire un peu différent, non pas des grandes cathédrales, mais des réacteurs modulaires. Bill Gates en parle, il consacre pas mal de temps. C'est un mouvement qu'il faut observer. Moi, ce que je pense, c'est que de toute manière, le nucléaire a une vertu, pas de carbone, mais il a la question des déchets, et que les sociétés occidentales, notamment depuis Fukushima, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la France et la société française fait exception. Il y a des alternatives, il y a une question d'acceptabilité. Voilà. Donc, pour ce qui concerne Total Énergie, il y aura toutes les énergies, mais a priori, pas de nucléaire dans le portefeuille de Total Énergie. Alors, vous avez insisté beaucoup dans les énergies renouvelables, vous venez de le dire, vous avez ajouté 10 gigawatts de projets additionnels dans les derniers mois. Grosso modo, aujourd'hui, la part d'investissement dans le pétrole, c'est quoi? Ça reste 80% de vos investissements? Ah non, le pétrole aujourd'hui représente moins de 50%. Moins de 50%. Ah oui, moins de 50%. Les énergies renouvelables. Après, il y a les gaz qui en fait quand même une partie significative. Et puis, les énergies renouvelables, on est passé très vite. J'étais à 10% il y a 2 ans, 15%, et j'ai maintenu l'investissement de plus de 2 milliards malgré la crise en 2020. Et on va être à plus de 20% cette année. Donc, vous voyez qu'on croit. Mais le reste, 80%, c'est pétrole et gaz. Le reste, oui, et puis ce sont des réseaux, des stations-service. Chez Total, il y a beaucoup d'activités. C'est aussi des productions de plastique, du recyclage de plastique. Donc il y a d'autres activités chez Total. Mais il est clair. Mais en fait, la vérité, c'est que ce ratio 80-20, encore une fois, l'économie, l'énergie mondiale, elle est aujourd'hui à base de pétrole. Et
je vais vous dire quelque chose, si Total arrête de produire du pétrole, mais quelqu'un d'autre va le faire, il y aura plein de gens très heureux, parce que c'est pas moi qui décide quelle est la demande. La vraie transition énergétique, ça suppose que les consommateurs changent d'énergie. Ça suppose que les véhicules passent, comme ils sont en train de passer doucement, de l'essence ou du diesel vers l'électrique, que les camions qui consomment. Donc nous, en fait, notre mission, c'est de produire et d'apporter de l'énergie, mais la demande, il faut la faire évoluer. Et là, on a besoin absolument qu'il y ait des réglementations, des politiques qui incitent les consommateurs à aller vers ces énergies décarbonées. Ça, c'est le cas. Mais ce qu'il faut aussi, c'est des réseaux de distribution d'électricité, de recharge, de bornes, pour convaincre les consommateurs que s'ils font un Paris-Marseille, ils trouveront sur leur route de quoi se recharger. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je me suis pas mal battu dans le cadre du plan de relance pour expliquer que ce qu'il fallait, effectivement, la voiture égale la liberté de mobilité. C'est très important. Aujourd'hui, un Français, il a une voiture, il sait qu'il va trouver une station-service, il se pose pas la question. Ouais. Pour avoir acheté moi-même une voiture électrique, je sais qu'on se pose la question. Et donc, il faut absolument jalonner le pays, et il faut le jalonner, et c'est là qu'on a besoin des pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de demandes, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, de bornes de recharge rapide. Les gens, on a fait des tests, ne supportent pas en gros d'avoir plus de 10-12 minutes à une borne de recharge. Et donc, il faut en installer beaucoup. Ça coûte cher, une borne de recharge rapide. C'est 500 000 € la borne de recharge, et il n'y a pas de clients. Donc c'est là que les pouvoirs publics, pour moi, doivent intervenir. Alors le pouvoir public français ont mis en place un dispositif, on a pas mal discuté, qui doit nous permettre, pour Total, on s'est engagé dans un plan pour déployer dans les 2-3 ans qui viennent 300 stations à 300 stations, notamment sur les grandes autoroutes et les grandes routes nationales. Mais c'est d'autant moins évident, vous savez que les bornes de recharge, le véhicule électrique change profondément la façon dont vous irez chercher votre énergie. Vous allez charger votre voiture. Mais parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens chargent leur voiture à leur domicile, au bureau. Et très peu sur la route. 40% dans les rues, et très peu. Donc pour moi, pour nous pétroliers, nos réseaux de stations-service demain, bien sûr qu'on va y mettre des bornes de recharge, mais il n'est pas évident qu'à long terme, ils seront très utilisés. Donc ils vont avoir une très grande utilité, ils vont être nécessaires, mais leur usage sera plus faible. Ça pose vraiment une question économique. Justement, vos stations-service, à quoi elles ressembleront dans 20 ou 30 ans? Si elles délivre moins de pétrole. Si le recharger sa voiture, l'idée, ça ne sera pas le recharger sur l'autoroute, mais plutôt chez soi ou au travail. Qu'est-ce que vous allez faire de vos stations-service? On va pas attendre 20 ou 30 ans, tout de suite. Elles vont d'abord changer de nom, elles vont s'appeler Total Énergie, et ça veut dire qu'on va y trouver très vite toutes les énergies. Elles pourront aussi, demain matin, servir à, par exemple, servir de l'hydrogène à des camions. Il y a d'autres énergies. Je suis convaincu que la mobilité rendra nécessaire ces objets. Par ailleurs, les stations-service, c'est aussi des lieux de vie. Vous savez, il y a des boutiques. Et un des axes directeurs de Total... Vous allez devenir le couche-tard français? Vous allez faire Pourquoi pas, oui, mais on l'est déjà. Vous savez, 30% des revenus d'une station-service à peu près en France, c'est autre chose que du pétrole aujourd'hui. Alors bien sûr, les gens viennent chez nous, et notamment d'ailleurs dans les campagnes, etc., où on peut voir que donc couche-tard, c'est un modèle intéressant pour la station-service. Oui, bien sûr. C'est eux qu'il faut racheter alors du coup. Oui, mais attendez, non, je suis pas sûr que vous vouloir racheter Couche-Tard, mais vous savez, Couche-Tard est venu à racheter les stations-service de mon collègue Equinor en Norvège. Ils ont, avec le modèle de développer justement le retail, les boutiques. On parle des rapprochements, on parle de... Vous croyez que vous aurez besoin, pour vous verdir et aller dans le sens où vous voulez, de vous rapprocher de grands groupes qui peut-être se sont spécialisés dans les énergies renouvelables plus tôt? Il n'y a pas de grands groupes spécialisés dans les énergies renouvelables. En Europe du Nord, par exemple. Non, Enel en Italie qui est mais déjà... il n'est pas spécialisé, ça c'est ce que vous dites. Regardez le portefeuille d'Enel, il y a 25% de renouvelables. Total, notre ambition, vous savez que l'ambition de renouvelable Total, c'est 100 gigawatts en 2030, c'est 35 en 2025. On a déjà le portefeuille. 108 gigawatts, c'est la deuxième plus grosse capacité mondiale d'énergie renouvelable. Le plus gros sera Enel. Nous affichons la deuxième, nous serons dans le top 5, et en fait pour l'instant le deuxième en termes d'ambition. Et on vient de démontrer en l'espace de 18 mois qu'on avait été capable de construire un portefeuille déjà d'un tiers de cette capacité qui sera livrée en 2025. Donc notre ambition, soyons clairs, c'est de venir par nous-mêmes. Alors bien sûr, on a des équipes qui se développent dans plusieurs pays. On fait des acquisitions. On vient d'acheter 20% de la plus grande développeur solaire en Inde. Mais j'ai pas besoin de m'allier à ces très grands. On va le faire par nous-mêmes. On a dans les moyens financiers. Je veux dire, on a des bilans financiers. Nous sommes très peu endettés et on a une génération de cash flow qui est incomparablement supérieure. Donc on a tous les atouts. Maintenant que le choix stratégique est fait, on va devenir Total Énergie. C'est-à-dire qu'on sera plus la même entreprise. On sera une compagnie d'énergie, multi-énergie. Vous savez qu'il y a des investisseurs qui vous poussent à séparer les activités classiques
et les activités d'énergie renouvelable, parce que vous disent-ils, vous arriveriez à valoriser en bourse énormément plus ce que vous avez créé dans le renouvelable. Mais il se trouve que j'ai décidé qu'on s'appellerait Total Énergie avec le conseil d'administration, donc je ne vais pas aller faire l'IPO du énergie, vous comprenez, et pour garder le pétrole. Donc je pense que non, notre pari, mais parce qu'on en a la conviction, c'est que les acteurs qui feront la transition énergétique, ce sont les acteurs comme les nôtres qui ont des moyens financiers, technologiques, humains. En fait, et qui vous savez, est-ce que vous pensez que dans l'industrie automobile, ceux qui vont faire la transformation des véhicules électriques, c'est Tesla. Tesla était l'inventeur de l'affaire. Et tant mieux, la valorisation de Tesla est remarquable, même très élevée. Mais ceux qui vont vraiment faire qu'on va changer c'est Volkswagen, c'est PSA, c'est Stellantis, c'est Renault. C'est parce que c'est Apple, grand. Par exemple, qui cherche un constructeur pour faire une voiture. Exactement. Donc c'est parce que les acteurs actuels qui ont les marchés, et croire qu'on va faire la transition énergétique qu'avec des acteurs verts nouveaux, je sais bien que c'est ce que poussent les ONG, mais c'est une erreur profonde. La transition se fera si des sociétés comme Total font elles-mêmes la transition, parce qu'on a décidé que c'était un champ d'opportunité et qu'on allait en devenir un des acteurs majeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une bulle spéculative sur les valeurs de la transition énergétique? Oui, il y en a une. Je l'ai dit récemment, je le dis parce que aujourd'hui, c'est pas qu'elles sont rares. Il y a un mouvement dans les investisseurs financiers, ce qu'on appelle le ESG. Et quand on cherche des valeurs dites vertes, et ça renvoie à tout le débat sur la taxonomie, eh bien on n'en a pas beaucoup. Mais il y a une erreur qui est faite en ce moment. C'est de croire que les seules choses qui sont climato-compatibles, c'est ce qui est parfaitement vert. La vérité, c'est que ce qu'il faudrait valoriser également, et ce dont on aura besoin pour faire la transition énergétique, c'est des entreprises comme les nôtres qui sont en transition. C'est-à-dire qui effectivement sont dans un modèle qui va changer. Mais ça prend du temps. Est-ce que quand on s'appelle Total, et même si on rajoute énergie avec un S, on a du mal aujourd'hui à recruter des talents? Est-ce que le fait d'être un groupe pétrolier vous handicape parfois? Non, ils nous handicapent pas. On recrute tous les talents qu'on veut parce que, vous savez, les jeunes, ils ont aussi du bon sens. D'abord, ils nous écoutent quand on va les voir. Il faut aller les voir, il faut aller les convaincre. Moi, je passe du temps avec mes collègues dans les grandes universités, dans les grandes écoles pour leur dire voilà ce qu'on est. Ils ont envie de participer à l'aventure. Alors, bien sûr que vous avez toujours 20%, 30% qui disent surtout pas, c'est les diables. J'en ai un chez moi parmi mes enfants, donc je le sais. Donc ça existe, mais je sais pas ça, mais c'est très bien, mais à nous de les convaincre. Et surtout, je pense que ce que je vois, c'est un enthousiasme depuis d'ailleurs que ça a l'air de rien, mais si changer le nom d'une entreprise, je peux vous dire que c'est une décision surtout qu'il y a presque 100 ans, c'est très profond. D'ailleurs, Total Énergie a une vraie dynamique, un vrai enthousiasme des équipes en interne qui sont contents et je suis convaincu que demain, on va accueillir encore plus de talents. D'ailleurs, dorénavant, quand ils vont rentrer dans l'entreprise, on réorganise toute l'entreprise. Ils rentreront pas pour aller faire soit du pétrole, soit du gaz renouvelable. Ils rentreront chez Total et ils feront toutes ces énergies et on va leur organiser le parcours pour cela. Vous parcourez la planète un peu moins depuis un an, mais quand même, vous continuez. Comment va le monde après cette situation pandémique? On a l'impression que ça devient une sorte de puzzle, la planète. Ça, c'est clair. C'est clair, là, on avait globalisé pendant 30 ans, on a tout fracturé. Et je pense que le grand défi qu'on va avoir, c'est de se refaire confiance les uns les autres pour réouvrir les frontières. C'est pas si simple. Bien sûr qu'il faudra passer par la vaccination, qui est le seul moyen. Je dois avouer que le débat sur le passeport vaccinal me paraît un peu surréaliste. Moi, quand j'étais jeune, pour aller en Afrique, il y a 20 ans, et d'ailleurs aujourd'hui encore, je veux faire vacciner la fièvre jaune. On m'a pas demandé, mais ça fait partie des choses. Donc tout ce débat me paraît... Donc ça me paraît évident qu'il va falloir très vite arriver à reconnaître les vaccins mutuellement. L'OMS est fondamental. Mais je pense que ça va être pour moi le plus difficile parce qu'on a vraiment une forme de confiance qui correspond en plus bizarrement à une idée dans l'esprit des gens, notamment dans nos populations occidentales, qu'on est mieux entre nous, on est mieux repliés sur nous-mêmes et qu'on va se protéger de l'extérieur. Bon, ça, il va falloir. Maintenant, je suis convaincu qu'en même temps, il y a une aspiration à revenir vers un monde plus ouvert, mais ça va prendre du temps. Oui, parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, la sorte de guerre froide, néo-guerre froide entre la Chine et les États-Unis, ça peut compliquer Ça peut compliquer, ça va compliquer, et encore une fois, mais il faut, je pense que, ça va compliquer indiscutablement la reprise de ce point de vue-là, même si, encore une fois, moi je pense que plus on enferme les gens, plus ils vont réaspirer à une espèce de liberté. Donc après, c'est une question de retrouver, ça fera partie de la confiance à reconstruire. Ça va prendre, pour moi, il y en a encore quand même... pour 2 ans, hein. Je pense qu'on retrouvera une vraie normale. Moi, je suis peut-être un peu moins optimiste que tous les marchés. Je pense que ça va prendre un peu de temps pour retrouver la normale. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir peut peut-être permettre de décrisper un peu les choses. On a vu vendredi soir l'accord entre l'Europe et les États-Unis sur les taxes douanières liées au conflit Airbus-Boeing. 4 mois de trêve, de pause. Ah, mais je crois que l'arrivée est naturellement parce que profondément, Joe Biden veut réinscrire les Américains dans le monde global, le multilatéralisme. Et face à des pandémies pareilles, la seule solution, elle est collective.
face au climat, la solution est collective. Croire qu'on va régler les problèmes de la planète chacun pour soi, c'est une vision égoïste. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Un mot sur la Russie, les difficultés des Russes à faire aboutir le projet Gazprom 2. Pour une fois que Total n'est pas dans ce projet. Écoutez, Nord Stream 2, mais... c'est un sujet entre l'Allemagne et la Russie. Honnêtement, en tant qu'Européen, ce projet, bien évidemment qu'il a une utilité. L'Europe a une production d'énergie qui va diminuant. La production gazière va diminuant. Le gaz, on en a besoin en Europe, surtout si on veut quitter le charbon. Donc, puisqu'on a moins de production, il faut qu'on ait plus de sources d'approvisionnement. Après, on prendra du gaz russe s'il est moins cher que le gaz américain ou que le gaz algérien ou que le gaz égyptien. Donc, quand on est en position d'importation, on doit maximiser le nombre de points d'accès à notre continent. Un mot sur le prix du pétrole qui repart à la hausse, plus de $70 le baril. Ça va se poursuivre? Il est même très élevé. Honnêtement, il est très élevé. L'OPEP maintient sa discipline parce qu'aujourd'hui, les stocks restent encore élevés, des stocks de pétrole qui ont beaucoup cru en avril l'année dernière, au moment de la crise. Et que par ailleurs, la demande, tout le monde fait cette session à cette planète. Tout le monde dit c'est reparti, mais les chiffres sont pas encore complètement là. Donc, honnêtement, je suis étonné, donc je suis un peu prudent. Je ne parie pas sur $70 plus toute l'année. Je pense que le bon prix du pétrole, de toute manière, pour moi, il se situe plutôt entre 50 et $60 du baril. En mai, donc Assemblée Générale, changement de nom et renouvellement de votre mandat. Vous êtes candidat, ce 3e mandat de 3 ans? Ça, c'est le conseil d'administration qui le décide. Bien sûr, je pense que l'engagement que nous avons collectivement, justement, l'aventure Total Énergie, cette nouvelle stratégie, nous l'avons construite. J'en ai été en partie l'instigateur et donc le conseil d'administration souhaite me voir à la tête de Total pendant quelques années encore, oui. On fêterait les 10 ans en 2025. J'espère, on verra.